Voilà, bonjour à ceux qui nous rejoignent. C'est Territoire Sénat qui démarre tout de suite avec les titres de l'actualité parlementaire et sénatoriale aujourd'hui, Saveria. Bonjour à tous, c'est la 14e journée nationale des mémoires de la traite, de l'esclavage et de leur abolition. Un événement à suivre en direct sur notre antenne dès 10h ce matin. Un événement présidé par Emmanuel Macron qui n'était pas présent l'année dernière. Quels sont les enjeux de cette journée pour le chef de l'État? On en parle dans quelques instants avec mon invité, l'ancien ministre des Outre-mer, Victorin Lurel. Autre actualité sur laquelle nous allons revenir ce matin, le feu vert du Conseil constitutionnel au référendum d'initiative partagée sur la privatisation d'Aéroports de Paris. Une consultation initiée par des parlementaires de droite comme de gauche qui s'opposent à cette privatisation, une mesure pourtant déjà votée dans la loi Pacte. Le groupe socialiste du Sénat parle d'une décision historique. Je vous le disais en titre, c'est la 14e journée nationale des mémoires de la traite, de l'esclavage et de leur abolition. Un événement à suivre en direct sur notre antenne dès 10h ce matin. Un événement présidé par Emmanuel Macron. Alors cette journée instaurée en 2006 par Jacques Chirac est traditionnellement importante pour les présidents de la République. Quels sont les enjeux justement de cet événement pour le chef de l'État? Explication Cécile Sixou. Le 10 mai, Emmanuel Macron sera bien dans le jardin du Luxembourg devant le monument commémoratif de l'abolition de l'esclavage. L'an dernier, il avait choisi de célébrer cette journée au Panthéon le 27 avril. Emmanuel Macron avait choisi l'an dernier un autre calendrier mémoriel et c'était le Premier ministre qui s'était rendu le 10 mai dans les jardins du Sénat. Mais il ne s'agissait pas de bouder le 10 mai, mais de choisir une autre date, le 27 avril, d'aller au Panthéon pour commémorer notamment Schœlcher. Là, c'est un retour des choses. C'est devenu une habitude républicaine que le chef de l'État participe au 10 mai. Une habitude républicaine officiellement instaurée en 2006 par Jacques Chirac, qui avait choisi la date du 10 mai en référence au vote définitif au Sénat de la loi Taubira, le 10 mai 2001, qui reconnaît l'esclavage comme crime contre l'humanité. Et l'on nous marquait au fer rouge et nous dormions dans nos excréments. Dès 2007, cette commémoration prend une tournure politique. Nicolas Sarkozy, nouvellement élu, s'y rend auprès de Jacques Chirac, mais les années suivantes, il fait un autre choix. Et Nicolas Sarkozy, c'était d'abord l'anti-Chirac, celui qui ne voulait pas faire comme Jacques Chirac et donc qui boycottait le 10 mai. Et puis il y avait dans cette date, pour Nicolas Sarkozy, quelque chose qu'il considérait être de la repentance, être de la contrition. Et ça, il n'en voulait pas. François Hollande, lui, ne manquera pas une des cérémonies jusqu'en 2017 où il s'y rend avec Emmanuel Macron élu, mais pas encore en fonction. Emmanuel restera là, silencieux, mais inspiré. Il s'entraîne pour l'événement et il se prépare. Le président devrait donner la feuille de route de la Fondation pour l'esclavage dont il a annoncé la création l'an dernier. Voilà, dans un instant, c'est le face-à-face qui commence. On démarre. On démarre avec Victorin Lurel. Vous êtes sénateur socialiste de Guadeloupe, bien sûr. Merci d'être présent sur ce plateau ce matin avec nous. C'est moi qui vous remercie. Bonjour Victorin Lurel, ancien ministre bien sûr des Outre-mer. Emmanuel Macron, on vient de le dire, va s'exprimer tout à l'heure. Je le rappelle, il était absent l'année dernière. Une absence mal perçue, incomprise. Que faut-il attendre de son discours? Vous, qu'attendez-vous du discours du chef de l'État? Que le président de la République prenne mieux conscience de cette histoire-là, qui est également son histoire. Le fait d'avoir été au Panthéon, c'est bien, mais on sait qu'il y a une distinction plus que philosophique entre le 27 avril et ce qui se passe aujourd'hui, le 10 mai. Le 27 avril, c'est bien, c'est Schœlcher, c'est un libérateur, mais c'est l'abolition de l'esclavage. Les abolitionnistes, mais pas forcément les victimes de l'esclavage. D'où cette difficulté à avoir deux dates. Pardon, le 10 mai, c'est le vote de la loi Taubira. C'est le vote de la loi Taubira qui commémore tout ça, mais le 23 mai, puisque le texte a été publié le 23 mai, c'était pas simplement l'association En Marche 98, CM 98, qui avait commémoré et qui a précédé la loi Taubira. Mais c'est également la commémoration, la célébration de la mémoire
des victimes de l'esclavage, des Africains réduits en esclavage. Et de Donc la lorsqu'il traite. avait fait ce choix-là, ça avait un petit peu serré les cœurs en disant mais est-ce qu'il a bien compris la chose? Bon, on n'a pas contesté le Panthéon, mais bon. Victorin Lurel, au-delà de la question des dates, quels sont les enjeux de cette journée pour le chef de l'État? C'est bien sûr un enjeu de mémoire, c'est aussi un enjeu historique, il y a une forte dimension politique dans cette journée. Je pense que le président de la République est peut-être mieux placé que beaucoup pour comprendre. Il a pratiqué, me dit-on, Paul Ricoeur. Paul Ricoeur a écrit un très bel ouvrage qui s'appelle L'histoire, la mémoire et l'oubli. Le philosophe Paul Ricoeur. Oui, Paul Ricoeur. Et il vous fait la distinction entre histoire, mémoire, oubli, pardon. Et je pense qu'il devrait comprendre ça. Mais son rapport avec les Outre-mer est bizarre et curieux. Il a une conception verticale, il a même dit transcendantale ou transcendante et immanente en même temps. Et pour lui, il faut un pouvoir qui s'impose aux Outre-mer. Il n'y a pas de particularité, il n'y a pas de spécificité. Il faut gérer, par exemple, Pointe-à-Pitre ou Fort-de-France ou Saint-Denis comme on gère l'île de France. Donc, on va y venir à la question des Outre-mer. Uniformisation, et là, c'est une difficulté. Alors, pour Freud, l'esclavage, pour lui, c'est un peu compliqué. Voilà, on va y venir à la question des Outre-mer. Je voudrais rester tout d'abord sur cette question, sur cette journée particulière en mémoire justement de l'abolition de l'esclavage. L'année dernière, le chef de l'État avait annoncé la mise en place d'une fondation pour la mémoire de l'esclavage. C'est Jean-Marc Ayrault, l'ancien Premier ministre, qui la préside. Un an après, où en est-on? Est-ce que cette fondation est active ou non? Pour la vérité historique, c'est François Hollande qui avait déjà introduit cette question et qui avait institué la chose. Oui. Et que Jean-Marc Ayrault, ancien Premier ministre, a été confirmé dans cette mission-là, et si j'ose dire, dans cette fonction-là. J'ai vu plusieurs fois Jean-Marc Ayrault. La chose avance, c'est une fondation. Là où il y a eu une difficulté, c'est ce que vous disiez dans votre reportage, le président Sarkozy, lui, avait une difficulté avec la repentance, la non-repentance. Et la contrition. Donc, et la contrition, il ne voulait pas venir et tout ça. Bon, là aujourd'hui, il faut un musée ou un centre national ici en France hexagonale. Moi, j'ai dû faire un Memorial Act parce que le président Sarkozy avait refusé l'idée, si j'ose dire, et l'ambition portée par le président Chirac. Donc on a repris le fameux bouquin de Édouard Glissant, que vous connaissez, auteur d'origine martiniquaise, et qui avait fait un très beau livre sur un centre national d'expression de la mémoire. Je l'ai repris, on l'a fait en Guadeloupe, un Memorial Act. Ça a fait couler beaucoup d'encre, comme tous les grands projets culturels. Victorin Lurel, pour revenir sur cette question de l'outre-mer que vous évoquiez tout à l'heure, l'outre-mer a été cité par le président de la République à plusieurs reprises récemment. On se souvient des 7 heures de débat qu'a eu le président avec les élus ultramarins à l'issue de la crise des Gilets jaunes. Lors de son dernier discours à l'issue des annonces sur la crise des Gilets jaunes, le chef de l'État a parlé de la réforme constitutionnelle, du principe de différenciation territoriale. C'est le défi des Outre-mer, de la Corse, de la Normandie, de l'Occitanie. Cette différenciation territoriale, est-ce que vous y seriez favorable pour les Outre-mer? Oui, vraiment. J'ai même fait, avec d'autres parlementaires, 37 propositions que le groupe socialiste a repris, qui a été soumis au président Larcher. J'ai vu Madame Nicole Belloubet, garde des Sceaux, pour dire que c'est une bonne idée. Et on a retravaillé l'article 73. Donc c'est une voie d'avenir aujourd'hui, la différenciation territoriale pour les Outre-mer. Nous connaissons déjà un peu ça, mais la conception du président de la République est un peu restrictive. Il dit c'est de l'expérimentation. L'expérimentation est déjà connue ici dans l'Hexagone, très connue dans les Outre-mer. Celui qui vous parle, qui fait 29 lois de région et autant de décrets. Parce qu'on s'est fait habiliter, comme ça existe pour le gouvernement, lorsque le Parlement habilite le gouvernement à légiférer par ordonnance. Nous, les régions peuvent le faire. On l'a fait. Alors, il faut aller plus loin. J'allais même dire, il faut plus d'autonomie. Il faut plus de pouvoir domicilier le plus proche possible des citoyens, c'est-à-dire la subsidiarité. Victorin Lurel, dans le reste de l'actualité aujourd'hui, le feu vert du Conseil constitutionnel au référendum d'initiative partagée sur la privatisation d'aéroports de Paris. C'est une consultation qui avait été initiée par des parlementaires de droite comme de gauche. Prochaine étape, recueillir l'approbation d'au moins 10% du corps électoral, soit 4 700 000 personnes. Les détails avec Jordan Klein. Ce pourrait être la toute première utilisation du référendum d'initiative partagée, le RIP. Après avoir regroupé des parlementaires LR, PS, France Insoumise, communistes et centristes, le Conseil constitutionnel a donné son aval hier en fin d'après-midi.
La volonté est d'empêcher la privatisation d'Aéroports de Paris. Nous voulons nous y opposer car c'est contraire à l'intérêt national et c'est une politique idéologique en vertu de laquelle ce serait mieux géré quand c'est privatisé. Nous ne pensons pas que ce soit un bon choix. Le RIP n'a encore jamais été utilisé car sa mise en place est très contraignante. Il faut réunir 1/5 des parlementaires, soit 185 élus de l'Assemblée nationale ou du Sénat. Après validation par le Conseil constitutionnel, il faut ensuite que 10% du corps électoral, soit plus de 4,5 millions de Français, soutiennent ce référendum. Dans le cas présent, c'est donc la prochaine étape. Évidemment, le parcours est encore un petit peu long. On a encore quelques mois devant nous pour pouvoir véritablement nous réjouir. Mais je crois que c'est un très bon message qui est envoyé à l'exécutif. Ce référendum doit porter sur des thématiques bien particulières, l'organisation des pouvoirs publics, les services publics, des réformes économiques, sociales ou environnementales. Enfin, pour être soumis à un référendum, il ne faut pas que le texte soit étudié par les deux chambres du Parlement dans un délai de 6 mois. Autant dire que les conditions sont drastiques pour aboutir à un référendum d'initiative partagée, à tel point qu'Emmanuel Macron a évoqué un assouplissement de ces conditions lors de ses conclusions du grand débat national. Victorin Lurel, le groupe socialiste du Sénat dont vous faites partie parle d'une décision historique. Est-ce que vous êtes d'accord ? Oui, un petit peu de patriotisme de groupe ou voire de parti. C'est quand même les socialistes qui ont engagé ce processus. Et vous êtes par ailleurs le spécialiste des privatisations pour le groupe. Absolument, je suis responsable de ce texte et de ce thème pour le groupe. Et donc, on est tout content, c'est quand même une gifle, c'est quand même un camouflet infligé au gouvernement. Et c'est vrai que c'est une erreur stratégique monumentale de faire ça. Malgré la qualité des arguments échangés au cours de la discussion en séance publique, Bruno Le Maire, qui est par ailleurs un homme de qualité, mais très franchement a eu quelques condescendances à notre égard. Lorsqu'on lui a dit, mais vous faites un fonds pour le financement de l'innovation, c'est une usine à gaz. Or, il y a toutes sortes déjà de fonds qui existent pour financer l'innovation. Et il suffit de capitaliser les dividendes et les intérêts d'ADP pour financer des fonds. Le 191 existe, le programme 191 existe. Bref, avec BPI, il y a un ensemble de mesures qui existent déjà. C'est en fait l'obsession du président de la République lui-même. C'est la question que j'allais vous poser. Et donc voilà, c'est idéologie, comme dit Jean-Pierre Sueur. Oui, c'est une volonté personnelle d'Emmanuel Macron d'aller au bout de ces privatisations. Pourquoi ? Non, parce que là aussi, c'est une obsession idéologique. C'est un biais. Il faut absolument montrer que, en libérant les énergies, comme disait le président Sarkozy, il reprend d'ailleurs le thème, que le privé peut mieux gérer que le public. Or, ADP est un monopole naturel. C'est un bien commun des Français. C'est l'un des rares, c'est le plus gros groupe aéroportuaire au monde, même s'il y a eu des erreurs stratégiques faites par ADP et par Air France. Ils se sont fait manger par les low cost et par les compagnies du Golfe. On n'a pas vu venir tout ça. Aujourd'hui, il faut revoir. Dubaï est en train de construire des terminaux pour recevoir 70 millions, un terminal. 70 millions. Pékin, 140 millions. On est donc à 105 millions de passagers. On peut faire plus sur 30 km² qui est la propriété d'ADP. On peut aller mieux et on peut faire mieux. Alors, c'est la vente des bijoux de famille et non pas pour faire les bijoux de la couronne, comme disait Bruno Le Maire. Victorin Lurel, je suis curieux. Les États-Unis, c'est la grande puissance voisine des Caraïbes. Oui. Vous êtes donc sénateur de Guadeloupe. L'économie américaine est très puissante, marche fort. Et ça, c'est reparti. Et c'est reparti. Comment c'est reparti déjà avec Obama. Oui. Hein? Comment les Guadeloupéens vivent cette proximité avec les États-Unis et cette puissance Je t'aime moi non plus. Je t'aime moi non plus, parce qu'on aime bien la plus. culture américaine et le peuple américain, mais on n'aime pas toujours, et c'est vrai pour la population elle-même, on n'aime pas beaucoup la politique des gouvernements américains. Trump, il est très populaire et il a engagé une autre façon de faire de la politique, un rapport de force, c'est frontal, il obtient des résultats apparemment. Ce qui donne de l'eau au moulin de certains, en disant, vous voyez, le nationalisme, ça paye. Enfin, ce qu'il a remis en cause avec Cuba, c'est pas très sérieux. Ce qui se passe au Venezuela, c'est pas très sérieux. C'est de l'ingérence. Et toute l'Amérique latine, on revient à une théorie, la doctrine de Monroe. C'est mon arrière-cour, comme dirait l'autre, c'est ma mare nostrum, voilà. Donc, il faut tout faire. Merci. Et non, on n'aime pas. Merci beaucoup. Beaucoup de touristes américains en Guadeloupe. Oui, il y en a pas mal. Ça pourrait être mieux, mais bon, il faut encore faire. Merci beaucoup. Vous êtes sénateur socialiste de Guadeloupe, Victorin Lurel. Merci d'avoir été notre invité. Merci voilà, à 10h, donc dans quelques tout à l'heure, c'est cette
cette fameuse... La fameuse journée, 14e journée nationale des mémoires de la traite de l'esclavage et de leur abolition, un événement bien sûr à suivre dès 10h en direct, en intégralité sur notre antenne. Donc ça continue, donc on s'arrête maintenant et nous, on se retrouve évidemment demain matin, samedi, pour un JT des territoires. Et puis dimanche matin pour Territoire d'Info, avec les meilleures interviews politiques. Et puis lundi. Voilà, bon week-end. Merci à tous. Au revoir et merci de votre fidélité. Au revoir. Au revoir.